Au Sahel, la nuit colle à la peau, puis une annonce surgit. À la télévision nationale du Burkina Faso, un jeune capitaine en uniforme olive annonce un projet agricole gigantesque. Et même ses partisans hésitent entre admiration et inquiétude. Comment un pays longtemps associé aux pénuries pourrait-il planter 15 millions de bananiers sous la conduite d'Ibrahim Traoré ? Derrière le symbole, tout se joue sur l'eau, des sols fragiles, un climat imprévisible et la capacité à apprendre en marchant face au scepticisme international sans promettre un miracle immédiat, seulement une trajectoire. La promesse ne se limite pas à une image spectaculaire diffusée de nuit. Elle engage un enjeu central, offrir une stabilité alimentaire durable à des familles qui, depuis des décennies, vivent sous la menace combinée de la sécheresse, des sols épuisés et de la dépendance extérieure. Si le programme réussit, même partiellement, il pourrait réduire l'incertitude quotidienne et recréer un socle économique local plus prévisible. Mais les risques sont à la hauteur de l'ambition. Planter massivement dans un environnement sahélien expose le projet à des pertes rapides, à une démotivation collective et à une critique internationale persistante. Chaque échec visible alimente l'idée que l'écart entre discours politique et réalité agronomique reste infranchissable. C'est là que se situe l'enjeu réel pour Ibrahim Traoré. Transformer une promesse nationale en processus crédible, capable de survivre aux premières désillusions. Pour les habitants, la question n'est pas de savoir si 15 millions de bananiers verront le jour, mais si l'effort engagé peut déjà améliorer leur quotidien. La suite dépend moins d'un chiffre que d'une dynamique mesurable. Dès les premières semaines, le projet a quitté le registre du simple discours. Plus de 20 villages se sont portés volontaires pour participer malgré l'aridité du Sahel. Ce chiffre, modeste à l'échelle nationale, a pourtant marqué un basculement clair. L'annonce n'était plus seulement symbolique, elle produisait déjà des gestes observables sur le terrain. À partir de ce point, le contexte s'est précisé avec une netteté nouvelle. Le Burkina Faso évolue depuis des années dans un environnement contraint, où les sols appauvris, les nappes phréatiques fragiles et des saisons des pluies de plus en plus courtes limitent toute agriculture exigeante en eau. Dans le Sahel burkinabé, chaque culture dépend d'un équilibre instable entre chaleur extrême, vent sec et précipitations rares. Lorsque l'objectif de planter 15 millions de bananiers a été annoncé par Ibrahim Traoré, de nombreux observateurs extérieurs ont immédiatement jugé cette ambition incompatible avec ces réalités climatiques. Pourtant, un autre récit s'est imposé progressivement sur le terrain. Dans les villages engagés, l'annonce a été comprise non comme une garantie de réussite, mais comme une autorisation à essayer. Des groupes de jeunes ont commencé à défricher des parcelles abandonnées, épaulés par des agriculteurs expérimentés, qui transmettaient des méthodes simples pour protéger les semis du sable et du dessèchement. Ces initiatives restaient fragmentées, parfois improvisées, mais elles donnaient une cohérence nouvelle à l'ensemble. Chaque plan mis en terre devenait une unité d'apprentissage. Ce contraste entre prudence extérieure et mobilisation locale a créé la tension centrale du programme. Les experts rappelaient les échecs agricoles passés et l'absence d'infrastructures hydrauliques modernes. Les habitants, eux, observaient que le projet produisait déjà un effet inédit. Il réactivait une capacité collective à expérimenter et à corriger. À ce stade, l'enjeu n'était plus de prouver la viabilité finale, mais de déterminer si cette dynamique pouvait résister aux premières épreuves climatiques. C'est précisément là que la suite allait se jouer. Sur ce vaste chantier encore instable, des figures locales ont rapidement émergé comme point d'ancrage. Elles n'étaient ni officielles ni médiatisées, mais leur rôle s'est révélé décisif pour transformer une idée nationale en gestes concrets. Dans la région de Kaya, un ancien agriculteur, connu pour maintenir des cultures malgré les vents secs, est devenu un formateur improvisé. Il montrait comment orienter les jeunes plants pour réduire l'impact du sable, comment creuser des rigoles capables de retenir un peu d'humidité et comment surveiller les premières feuilles afin d'anticiper le dessèchement. Autour de lui, des volontaires venus de villages voisins observaient, reproduisaient, puis transmettaient ces pratiques à d'autres groupes. Cette circulation rapide des savoirs a donné au projet une dimension humaine que les annonces officielles ne pouvaient créer seules. Chaque correction
même minime, renforçait la conviction que l'apprentissage collectif constituait une ressource aussi importante que l'eau elle-même. Un second exemple est apparu près de Wahiguya, où un collectif de femmes habituées aux jardins maraîchers a proposé d'organiser les parcelles en blocs collaboratifs. Elles répartissaient les tâches, assuraient la rotation de l'arrosage et tenaient un registre simple des plants ayant survécu aux premières semaines. Leur méthode, encore artisanale, s'est révélée suffisamment claire pour être reproduite ailleurs. Ces impacts précoces n'ont pas transformé immédiatement les rendements, mais ils ont modifié la perception du projet. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'initiative cessait d'être verticale pour devenir distribuée. À ce stade, une chose devenait visible. La réussite éventuelle ne dépendrait pas d'un plan unique, mais de milliers d'ajustements locaux. C'est ce changement de perspective qui allait bientôt être mis à l'épreuve. L'activation du projet s'est déroulée dans une atmosphère d'urgence maîtrisée. Dès les premiers jours, les équipes locales ont commencé à creuser des fosses, aligner les rangées de plants et délimiter des zones destinées à une irrigation rudimentaire. Les outils circulaient rapidement, les consignes étaient répétées à voix haute et les anciens vérifiaient les gestes des plus jeunes. Cette cadence soutenue donnait l'impression d'un pays lançant une expérimentation à ciel ouvert, où chaque heure comptait. L'élan collectif créait une dynamique rare. L'idée abstraite se transformait en action visible, presque tangible. Puis est venu le moment de tension maximale. Au bout de quelques semaines, la sécheresse a frappé plus tôt que prévu. La chaleur a durci le sol, l'évaporation s'est accélérée et les feuilles des jeunes bananiers se sont recroquevillées en quelques heures. Les rigoles, pourtant creusées avec soin, n'ont pas suffi à retenir l'humidité. Dans plusieurs villages, des dizaines de plants ont jauni simultanément, installant un sentiment d'échec brutal. Les discussions sont devenues plus lourdes et l'hypothèse d'un abandon a commencé à circuler. Ce choc a marqué le point culminant de la crise. Les radios locales relayaient des critiques venues de l'étranger, décrivant le projet comme irréaliste pour un pays soumis à un climat aussi instable. Sur certaines parcelles, les habitants se sont réunis pour décider s'il fallait continuer à investir du temps et de l'énergie dans un programme qui montrait déjà ses limites. La pression psychologique s'est accumulée. Les pertes visibles alimentaient le doute et la fatigue gagnaient les équipes. À ce stade, la promesse initiale semblait menacée par la réalité du terrain. Pourtant, la dynamique ne s'est pas effondrée. Dans plusieurs villages, des groupes restreints ont choisi de poursuivre le travail malgré l'épuisement. Ils ont protégé les plants survivants avec des brise-vents de fortune, testé différentes profondeurs de plantation et observé attentivement les zones où l'humidité persistait un peu plus longtemps. Ces gestes, discrets mais constants, n'ont pas inversé immédiatement la tendance, mais ils ont empêché une rupture totale. Progressivement, certains plants ont montré une résistance inattendue, souvent liée à des choix improvisés mais efficaces. La phase de réorganisation a alors commencé. Les villages ont analysé leurs échecs, comparé les parcelles les plus touchées à celles qui tenaient encore et identifié les sols légèrement plus favorables. Les échanges entre communes se sont intensifiés, parfois par de simples visites, parfois par des notes manuscrites décrivant ce qui fonctionnait. Cette circulation d'expérience a transformé la crise en moment d'apprentissage collectif. Dans ce passage du chaos à une stabilité relative, une idée s'est imposée. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le projet ne se mesurait plus uniquement à son objectif final, mais à sa capacité à absorber les chocs et à continuer malgré les revers. Les premières pluies éparses ont ensuite offert un répit limité, mais suffisant pour raviver la motivation. La séquence laissait derrière elle un constat clair. L'initiative avait survécu à son premier test majeur. La phase suivante a introduit un registre plus mesurable, sans effacer la fragilité du terrain. Un premier indicateur observé concernait les pertes initiales. Dans plusieurs villages du Nord, environ 50% des jeunes plants installés lors de la première phase ont flétri après quelques semaines. Ce taux élevé ne signalait pas un échec définitif, mais établissait une base claire. Sans modification des pratiques, le projet ne pouvait pas se maintenir. Il révélait surtout la vulnérabilité extrême des bananiers face à l'évaporation rapide et au vent sec du Sahel. Un autre indicateur est apparu après l'introduction ciblée de systèmes d'irrigation goutte à goutte alimentés par l'énergie solaire.
Les parcelles équipées en priorité ont montré une baisse visible des pertes, avec un taux de mortalité devenu nettement inférieur à celui des premières semaines. Cette amélioration ne reposait pas sur un volume d'eau plus important, mais sur un contrôle plus régulier de l'humidité du sol. L'apport fractionné compensait partiellement l'irrégularité des pluies et réduisait le stress hydrique quotidien. Ce changement mesurable a fourni une première preuve que l'ajustement technique pouvait infléchir la trajectoire initiale. Un troisième indicateur provenait d'une adaptation encore plus simple. Dans les zones où les villageois ont creusé des trous de plantation plus profonds, capables de retenir davantage d'eau, les plants présentaient un feuillage plus vert et une résistance accrue. Cette différence, observée sur des sols variés, a confirmé que la gestion de l'humidité constituait un levier déterminant. L'intérêt de cette mesure tenait à son accessibilité. Elle ne nécessitait ni infrastructure lourde, ni expertise extérieure, mais une coordination collective rigoureuse. À partir de ces trois repères, les habitants ont commencé à structurer une méthode cohérente. Ils ont comparé les résultats selon la nature des sols, l'exposition au vent et la proximité de talus naturels. Dans les villages les plus organisés, des tableaux rudimentaires étaient tenus chaque semaine pour noter l'état des feuilles, la couleur des tiges et la vitesse de reprise après les premières pluies. Cette documentation encore imparfaite a néanmoins permis des ajustements continus, profondeur revue, orientation modifiée, protection renforcée. Un point essentiel s'est alors imposé. Les améliorations ne supprimaient pas les contraintes climatiques, mais elles transformaient une situation figée en processus évolutif. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le projet trouvait une légitimité nouvelle, non pas celle d'une promesse intacte, mais celle d'une progression mesurable à partir d'une base très faible. La transition entre perte massive et stabilisation partielle dessinait une courbe lisible. À ce stade, les chiffres restaient modestes. Pourtant, il suffisait à démontrer que l'initiative pouvait apprendre de ses propres limites. La question n'était plus de savoir si les difficultés existaient, mais si cette capacité d'ajustement pouvait se diffuser assez vite pour soutenir l'étape suivante. C'est cette interrogation qui allait nourrir le débat à venir. Les critiques les plus solides formulées contre le programme reposaient sur deux arguments majeurs. D'abord, on soulignait l'inadéquation structurelle entre une culture exigeante en eau et un environnement sahélien marqué par des sécheresses prolongées. Selon cette lecture, même des améliorations locales ne pouvaient compenser l'absence d'infrastructures hydrauliques à grande échelle. Les pertes initiales observées confirmaient, aux yeux de ces experts, que l'écart entre l'ambition annoncée et la capacité réelle du pays restait trop important. Ensuite, l'argument portait sur la durabilité sociale de l'effort. Un projet fondé sur une mobilisation communautaire intense risquait, selon eux, de s'essouffler rapidement. La fatigue, la répétition des échecs partiels et la pression économique pouvaient affaiblir l'engagement des habitants. Dans cette perspective, l'élan observé au départ ne serait qu'un pic émotionnel, voué à retomber dès que les résultats tarderaient à se matérialiser. Ces objections ne peuvent être écartées d'un revers de main. Les contraintes climatiques demeurent réelles et aucune adaptation locale ne garantit une sécurité totale face aux variations extrêmes du Sahel. De même, la mobilisation sociale reste vulnérable lorsqu'elle n'est pas soutenue par des résultats tangibles. Cependant, les données issues des premières phases introduisent une nuance essentielle. Les parcelles ayant combiné irrigation solaire, profondeur de plantation accrue et protection contre le vent ont montré une amélioration visible de la survie des plants. Cette progression, même limitée, invalide l'idée d'une impossibilité totale. Elle indique plutôt que certaines hypothèses pessimistes reposaient sur une vision statique des pratiques agricoles. Or, le projet a justement évolué par corrections successives. Sur le plan social, l'argument de l'essoufflement est partiellement contredit par la diffusion rapide des méthodes efficaces entre villages. L'apprentissage collectif a créé une dynamique où chaque amélioration concrète renforçait la motivation. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le programme ne s'est pas présenté comme un succès garanti, mais comme un processus d'adaptation assumé. Ainsi, le débat ne se situe pas entre réussite et échec immédiat. Il se joue dans une zone intermédiaire, où la capacité à apprendre devient un facteur aussi déterminant que les contraintes environnementales elles-mêmes. Ce point marque un basculement discret mais décisif. Jusqu'ici, l'initiative était
perçu comme un programme massif, jugé à l'aune de son objectif spectaculaire. À mi-parcours, une autre lecture s'impose progressivement. La transformation ne dépend pas d'un volume final, mais de la capacité à accumuler des ajustements locaux reproductibles. Ce changement de regard modifie la manière d'évaluer chaque étape. Les pertes initiales, autrefois interprétées comme des signes d'échec, deviennent des données d'apprentissage. Les villages ne cherchent plus à planter partout de la même façon, mais à identifier ce qui fonctionne dans chaque micro-environnement. Une parcelle stabilisée devient un modèle, non une exception. Chaque technique transmise réduit l'incertitude pour la suivante. Dans ce cadre, le rôle d'Ibrahim Traoré apparaît sous un angle différent. Il ne s'agit plus seulement d'un dirigeant annonçant un objectif national, mais d'un point de cohérence politique qui permet aux initiatives dispersées de rester alignées. L'ambition initiale agit comme une boussole, tandis que le terrain ajuste la trajectoire réelle. Ce midpoint révèle ainsi une vérité simple. Le projet avance non par percée spectaculaire, mais par addition de gestes fiables. Ce déplacement du centre de gravité prépare la lecture de ses effets concrets. La question n'est plus combien, mais pour qui et comment. Les effets du programme ont commencé à se manifester avant même toute phase de maturité, et ils se lisent différemment selon les groupes concernés. Pour les familles rurales, premières exposées aux aléas climatiques, la stabilisation partielle des plants a produit un changement immédiat. La survie accrue de certaines parcelles a permis d'envisager des récoltes limitées mais régulières. Cette perspective, même modeste, a réduit la dépendance aux achats coûteux de denrées importées et atténué l'angoisse liée aux périodes de pénurie. L'impact n'est pas seulement économique, il touche à la sécurité émotionnelle d'un quotidien moins imprévisible. Ensuite, l'attention se porte sur les petites activités économiques locales. Dans plusieurs communes, des coopératives, souvent dirigées par des femmes, ont commencé à structurer la transformation de bananes en produits à valeur ajoutée destinés au marché de proximité. Ces initiatives ont créé de nouveaux revenus et renforcé les compétences organisationnelles des participantes. Même à faible échelle, la régularité des apports a permis d'établir des circuits simples mais fonctionnels. Cette dynamique a contribué à stabiliser certaines zones où les cultures traditionnelles déclinaient. Les jeunes constituent le troisième groupe directement impacté. Les formations courtes et l'expérimentation continue ont transformé leur rôle au sein des communautés. Les plus âgés transmettaient des pratiques d'adaptation, tandis que les jeunes testaient des méthodes liées à l'irrigation solaire et à l'observation des sols. Cette complémentarité a créé un espace d'apprentissage inédit. Pour beaucoup, s'impliquer dans le projet offrait une alternative crédible à l'exode, en redonnant une valeur concrète au travail local. Du côté des acteurs institutionnels locaux, on a perçu les retombées sous un angle plus stratégique. Les responsables municipaux ont observé que l'amélioration progressive des plans influençait l'organisation de l'eau et la gestion des sols. Des réunions intervillages, des relevés réguliers et le partage des techniques efficaces ont commencé à structurer de nouvelles habitudes de planification. Dans ce contexte, les interventions publiques d'Ibrahim Traoré ont renforcé la cohérence de l'effort, en rappelant que la discipline collective restait aussi décisive que l'innovation technique. Pris ensemble, ces effets dessinent un tableau nuancé. Les résultats restent fragiles, mais ils montrent que l'initiative peut générer des bénéfices concrets avant même d'atteindre son objectif final. C'est cette accumulation d'impact partiel qui ouvre la réflexion sur la suite. À partir des tendances observées, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Elles ne prédisent pas l'avenir, mais offrent un cadre pour penser les décisions à venir dans un environnement toujours instable. Dans l'hypothèse la plus probable, tout repose sur la continuité des pratiques actuelles. Les techniques introduites, irrigation solaire ciblée, trous de plantation plus profonds, protection contre le vent, continuent d'être appliquées de manière inégale mais régulière. Les plants gagnent lentement en robustesse, tout en restant vulnérables aux pics de chaleur et aux pluies erratiques. Les villages parviennent à stabiliser une partie de la production, suffisante pour maintenir l'élan communautaire et consolider les coopératives locales. Les progrès demeurent modestes mais cumulés.
Ils permettent une extension contrôlée des parcelles et une organisation plus claire des ressources. Dans une version plus favorable, on suppose une diffusion plus rapide des méthodes efficaces. Les formations locales se coordonnent mieux entre villages, et la maintenance des systèmes d'irrigation devient plus fiable. Les plants affichent une croissance plus régulière, et les récoltes partielles se multiplient. Les coopératives féminines élargissent leur capacité de transformation et attirent l'intérêt d'acteurs régionaux. Dans cette configuration, le programme pourrait passer d'une phase expérimentale à un modèle reproductible à plus grande échelle, sans pour autant éliminer tous les risques climatiques. Mais une issue plus défavorable reste crédible. Une sécheresse prolongée ou des vents secs répétés pourraient réduire brutalement les gains obtenus. Les plants les plus jeunes seraient les premiers touchés, fragilisant les parcelles déjà instables. La démotivation pourrait entraîner une dispersion des ressources humaines essentielles à la maintenance quotidienne. Le projet n'échouerait pas immédiatement, mais entrerait dans une phase de ralentissement sévère, nécessitant un recentrage sur quelques zones moins exposées. À travers ces 3 scénarios, une recommandation de fond s'impose. Plutôt que de viser une expansion rapide, la priorité réside dans la consolidation de ce qui fonctionne déjà. Si la cohérence collective est préservée, chaque amélioration locale peut devenir un point d'appui pour la suivante. Au-delà des chiffres et des scénarios, le projet renvoie chaque observateur à sa propre relation au changement. Pour ceux qui vivent en milieu rural, l'amélioration progressive des plants agit comme un repère concret. Voir des bananiers résister là où d'autres ont disparu transforme la perception du risque quotidien. L'effort accumulé cesse d'être abstrait et devient une source de stabilité, même fragile, dans un environnement longtemps dominé par l'incertitude. Pour les jeunes, l'expérience est d'un autre ordre. Participer aux formations, observer les essais d'irrigation solaire ou contribuer à la protection des semis leur donne un rôle structurant. Ils ne sont plus seulement témoins d'un projet national, mais acteurs d'un apprentissage collectif. Cette responsabilisation modifie leur rapport au territoire. Rester devient une option crédible, non par défaut, mais par choix construit autour de compétences acquises. Les coopératives féminines, quant à elles, perçoivent dans la stabilisation progressive du programme une opportunité d'autonomie accrue. La transformation des produits issus des bananiers offre la perspective d'un revenu plus régulier. Cette évolution renforce leur place dans la planification locale et modifie lentement la répartition des responsabilités économiques au sein des communautés. Pour le spectateur extérieur, qu'il vive au Burkina Faso ou ailleurs, 2 pistes de réflexion émergent. La première concerne la force des gestes simples lorsqu'ils sont répétés collectivement. La seconde invite à considérer que le changement ne se mesure pas uniquement à un résultat final, mais à la capacité de maintenir un engagement lorsque les conditions demeurent défavorables. Sous l'angle porté par Ibrahim Traoré, cette histoire interroge moins la promesse que la persévérance. Pour consolider les avancées obtenues, le programme doit désormais entrer dans une phase plus structurée. L'objectif n'est plus seulement de préserver les plans existants, mais de transformer les pratiques efficaces en mécanismes reproductibles. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, plusieurs axes d'action se dessinent, fondés sur une répartition claire des responsabilités et des critères simples d'évaluation. D'abord, l'effort se concentre sur l'organisation locale. Les comités villageois identifient les parcelles les plus résilientes et établissent un calendrier d'entretien hebdomadaire. Chaque groupe observe l'état des feuilles, la couleur des tiges et la fréquence des arrosages. Ces relevés servent d'indicateurs précoces pour ajuster les pratiques avant que les pertes ne deviennent irréversibles. Ensuite, il s'agit de renforcer la transmission des savoirs. Des agriculteurs expérimentés animent des sessions courtes dédiées à la protection contre le vent, à la profondeur optimale des trous de plantation et à l'usage rationnel des systèmes solaires. Les villages les plus avancés accueillent ces formations afin d'accélérer la diffusion des méthodes fiables. Le critère de réussite reste concret. Réduire visiblement le nombre de plants flétris au cours des premières semaines. Puis une attention particulière va à la maintenance technique. Les équipes locales vérifient régulièrement les dispositifs goutte à goutte et harmonisent les horaires d'irrigation. Un suivi mensuel permet d'anticiper les pannes et d'organiser les réparations. Enfin, l'articulation avec les coopératives féminines et les communes vise à assurer un flux continu, même limité, de produits transformés.
Cette étape marque le passage d'un effort dispersé à une trajectoire collective mesurable. Au début, tout tenait dans des gestes simples transmis au bord des parcelles. Un ancien agriculteur montrait comment orienter un plant, comment retenir un peu d'humidité, comment lire la couleur d'une feuille. Ces gestes, presque anodins, sont devenus avec le temps un fil conducteur. Il rappelle que la transformation n'a jamais reposé sur une solution spectaculaire, mais sur une accumulation patiente d'ajustements répétés. Aujourd'hui, dans plusieurs villages du Sahel burkinabé, ces gestes sont intégrés au quotidien. Chaque rigole creusée, chaque brise-vent renforcé prolonge l'élan né des premières tentatives fragiles. Les bananiers encore jeunes ne représentent pas seulement une culture en devenir, ils incarnent la preuve visible qu'un effort collectif peut survivre au revers, à la sécheresse et au doute. Lorsque Ibrahim Traoré évoque la suite du programme, il insiste souvent sur cette continuité. Les plans qui tiennent debout ne sont pas des symboles de victoire rapide, mais des témoins d'une volonté partagée. Il rappelle que les progrès ne se sont jamais imposés d'un seul coup, mais qu'ils se sont construits par corrections successives et par confiance maintenue malgré l'incertitude. Dans ce paysage encore fragile, une chose demeure acquise. Ce qui a commencé par une promesse nocturne s'est transformé en apprentissage collectif. Et c'est peut-être là que réside la transformation la plus durable. Au terme de ce parcours, le projet ne se résume ni à un succès proclamé, ni à un échec annoncé. Il apparaît comme une expérience en cours, portée par des communautés qui testent leurs propres limites dans un environnement réputé implacable. Les bananiers encore fragiles projettent une ombre nouvelle sur des terres longtemps marquées par l'incertitude, et cette image dépasse la seule agriculture. Elle renvoie à une question plus large, sociale et politique à la fois. Que peut accomplir un pays lorsqu'il choisit de s'appuyer d'abord sur ses capacités locales, même imparfaites, plutôt que d'attendre des solutions extérieures clés en main? Le cas du Burkina Faso, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, suggère que la valeur d'un projet ne tient pas uniquement à son résultat final, mais à la manière dont il recompose les liens, les savoirs et la confiance collective. Pour le spectateur, l'enjeu n'est pas de juger à distance, mais d'observer ce que révèle cette dynamique. Elle invite à réfléchir à la place de la persévérance, de l'apprentissage partagé et du temps long dans toute transformation durable. Reste alors une interrogation, simple mais exigeante. Jusqu'où une société peut-elle aller lorsqu'elle décide de construire son avenir à partir de ses propres forces ?